on a vu que pour se repérer dans l'impôt sur les sociétés, il fallait croiser deux types de champs d'application. Un champ d'application personnel, qui vise à repérer les catégories de personnes morales qui sont a priori soumises à l'impôt sur les sociétés et celles qui n'y sont pas soumises, et un champ d'application territorial qui doit nous permettre de savoir en fonction de quels critères géographiques les sociétés ou d'autres personnes morales sont soumises à l'impôt sur les sociétés ou n'y sont pas soumises. Alors, cette question a été envisagée rapidement dans le diaporama de la première partie du cours, avec une section sur le champ d'application territoriale des différents impôts en général, et de l'IRPP et de l'IS en particulier. Je vous propose de revenir sur ce dernier point en précisant le champ d'application territoriale de l'impôt sur les sociétés. Alors, ce champ nécessite d'aborder deux questions ou de découpler en quelque sorte deux aspects du champ d'application territoriale. Une première question, un premier aspect qu'on a vu est celui du territoire fiscal. En d'autres termes, quel est le territoire fiscal de la France du point de vue de l'impôt sur les sociétés? Un second aspect ou une seconde question plus compliquée consiste à savoir comment on rattache une société à un territoire. Alors, sur la première question, au fond, pas de problème, si on peut dire. Je vous renvoie à la première partie du cours sur la territorialité de l'impôt, et en particulier sur le fait que dans ce cas précis, si vous vous souvenez, on traite l'impôt sur les sociétés, le territoire plutôt fiscal de la France du point de vue de l'impôt sur les sociétés est identique au territoire fiscal de la France du point de vue de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc ça, c'est un point important, un point de facilité important. Ça ne serait pas le cas si on avait parlé par exemple de la fiscalité des échanges, mais là, du point de vue de la fiscalité des revenus des personnes physiques et de la fiscalité de l'impôt sur les sociétés, on a le même territoire fiscal. Je résume, ou je rappelle, ce territoire fiscal comprend l'ensemble des départements français, alors départements de France hexagonale, les deux départements de Corse et les 5 départements d'outre-mer, ainsi que les eaux territoriales qui bordent ces départements, en général donc qui vont jusqu'à 12 000 au large, sauf s'il y a des États en face avec lesquels on partage en quelque sorte les eaux territoriales. 12 000 au large, donc 12 000, ça fait, vous multipliez par 2, vous retirez 10%, ça doit faire de l'ordre d'un peu plus de 20 km. Et ainsi que comment on appelle ça, le plateau continental sous-marin qui borde également ces territoires. Et qui s'étend, lui, jusqu'à 360 000 ou 350 000 marins au large, donc un peu plus de 600 km. Alors, ce plateau continental n'est pas automatiquement, ne fait pas partie du pacte, en quelque sorte, qui est accordé aux États. Il doit être agréé par la Commission du droit de la mer qui siège à l'Organisation des Nations Unies. Donc voilà, on a à peu près ça. Alors pourquoi, je rappelle, ce plateau continental et ses eaux territoriales? Ben, tout simplement parce qu'on peut avoir des activités économiques qui se passent sur ce plateau continental ou dans ces eaux territoriales. Eh bien, il faut les fiscaliser également. Donc l'ensemble des départements, les eaux territoriales, plus éventuellement une partie de plateau continental. Donc voilà, on a, ça c'est le territoire fiscal de la France du point de vue de l'impôt sur les sociétés. A contrario, vous vous souvenez qu'on a une partie du territoire de la République française qui n'est pas sous l'autorité fiscale en quelque sorte du Parlement français. Il s'agit en particulier des anciens territoires d'outre-mer qu'on appelle désormais des collectivités d'outre-mer. Nouvelle-Calédonie qui a un statut spécial au titre de la Constitution, Polynésie française, Wallis et Futuna, et un certain nombre de territoires, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que des territoires qui sont dans le canal du Mozambique, donc entre l'Afrique et les Madagascar, la Terre Adélie, donc sur le continent antarctique, etc., etc. Bon, alors ces territoires-là, qui sont des territoires à statut particulier, mais qui sont dans la République, ne sont pas des départements et ne sont pas sur le territoire fiscal de la France
telle qu'on l'a évoquée, de la France fiscale, ce que j'ai appelé entre guillemets la France fiscale. J'ai oublié de parler bien sûr de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, qui ont un statut fiscal également à part. Voilà, alors ça c'est la France fiscale, comme je l'indiquais du point de vue de l'impôt sur les sociétés, qui est identique à celui au territoire sur lequel on applique l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Alors il y a, comme je l'indiquais, une seconde question, dont je disais qu'elle était peut-être plus compliquée. Et cette seconde question, je le rappelle, consiste à savoir comment on rattache une société à un territoire. Au fond, on a vu, je l'ai évoqué très rapidement, par exemple, que le critère de nationalité ne permet pas de rattacher une personne, hein, physique ou morale, à un territoire pour deux raisons. Pour les personnes physiques, parce que de toute façon, par principe, la fiscalité ne prend pas en compte la nationalité des personnes qui résident sur le territoire français, c'est-à-dire qu'un étranger qui fait du business et qui fait des affaires en France paiera des impôts en France. Bon, okay. Et que pour ce qui concerne les personnes morales, on ne connaît pas exactement, on ne sait pas identifier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce qu'est une personne morale française, par exemple. Au demeurant, donc ça n'a pas vraiment d'importance puisqu'on ne tient pas compte de la nationalité, seule la réalité de l'activité compte. Donc cette deuxième question, comment on rattache une société à un territoire, nous pose un peu plus de problèmes. On a dit que les impôts sur les revenus, les impôts sur les échanges, les impôts sur le patrimoine avaient toujours un rattachement territorial. C'est le b.a.-ba, je dirais, de la fiscalité. Eh bien, ce rattachement, il va être opéré de diverses manières. D'une manière générale et en priorité, l'administration fiscale va rattacher un contribuable à un territoire en fonction de la résidence de ce contribuable, qu'il soit personne physique ou personne morale. Ça va être la notion de domicile fiscal, c'est-à-dire qu'il faut résider, par exemple, pour une personne physique, plus de 180 jours sur le même territoire. Alors, vous pouvez changer de résidence, mais si vous êtes sur le même territoire, ben, vous êtes astreint à l'impôt sur ce territoire. Donc 180 jours plus 1, on divise l'année fiscale de 360 jours en deux parties. Donc il faut rester au moins la moitié de son temps dans l'année sur un territoire donné en France, pour être, et c'est une règle qui vaut au niveau aussi international, mais si vous restez plus de la moitié de l'année sur une partie du territoire français, vous serez fiscalisé, vous payerez des impôts en France. Ça, c'est pour les personnes physiques. On a à peu près là aussi le même critère qui pourrait valoir pour les personnes morales, mais on va adopter un critère à la fois plus juridique, celui du siège social, et quelquefois plus matériel, c'est-à-dire celui du siège réel, du lieu d'établissement, du lieu sur lequel la personne morale fait des bénéfices. Donc je poursuis, le rattachement d'une personne physique ou morale à un territoire peut être opéré de diverses manières. Donc priorité est donnée à la résidence du contribuable, domicile fiscal, siège social, lieu d'établissement, etc. On peut aussi utiliser, par exemple, le lieu de travail. Ça peut jouer en substitut, en quelque sorte, à la question de la résidence, donc le lieu de travail ou d'activité du contribuable. On peut aussi, s'agissant par exemple de la fiscalité sur les échanges ou voire de la fiscalité du patrimoine, prendre en compte les lieux où se passent des transactions, ou les lieux où s'exécutent des contrats. Or, je reprends mon exemple d'achat dans un hypermarché. Hein, si j'achète un bien quelconque dans un hypermarché, eh bien, je paierai les impôts, en particulier la taxe sur la valeur ajoutée, en fonction du lieu où se fait la transaction. Et on peut même, en termes de rattachement du contribuable à un territoire, retenir des lieux d'implantation de certains équipements. Bon, c'est assez classique et facile pour ce qui concerne la fiscalité du patrimoine, mais ça peut être aussi utilisé pour ce qui concerne la fiscalité des revenus des entreprises. Par exemple, si on prend en compte l'implantation de tel ou tel bâtiment, de tel ou tel terrain, ou
on peut prendre en compte, on a pris en compte, la jurisprudence l'a admis, l'implantation par exemple de serveurs informatiques pour savoir où se localisait une activité particulière, par exemple en matière de traitement de données. Voilà, donc sur la base de ce rattachement territorial, donc le but c'est de rattacher une personne à un territoire, que cette personne soit physique ou cette personne morale et que ce territoire soit français, enfin français. Dans la France fiscale, excusez-moi cette expression qui n'est pas du tout officielle, mais vous voyez, l'idée c'est la France qui est sous l'empire du droit fiscal national. Ça n'est pas donc toute la France, tout le territoire de la République, mais une partie seulement, constituée, comme je l'ai indiqué, des départements et des choses qu'il y a autour, notamment des aspects maritimes. Donc sur la base de ce rattachement territorial, l'imposition des revenus générés par une société va donc nécessiter, comme on l'a un tout petit peu évoqué, une localisation. On parle alors de domiciliation fiscale. Selon les principes qu'on a vus au début du cours, on va rattacher la société et donc le contribuable que constitue la société, on parle d'impôt sur les sociétés, à un État qui va déterminer, comme il se doit, un certain nombre de règles, les règles d'imposition applicables à cette société. Par exemple, les règles principales que vous connaissez, l'assiette, comment on identifie les produits imposables, quelles sont les charges déductibles, etc. Et donc comment on calcule l'assiette de l'impôt. Bien sûr, les taux d'imposition. Encore une fois, je vous rappelle les quelques formules, les 3 formules qu'on a vues en introduction et en première partie. Donc les taux d'imposition. Également, l'État va déterminer les procédures à suivre pour payer les impôts. Faut-il une déclaration ou non? Comment on fait la déclaration? Quel est le mode de calcul, etc. Et puis, éventuellement, en cas de problème ou en cas de fraude, l'État va aussi déterminer les sanctions applicables, que ce soit des sanctions administratives, je dirais des amendes ou des suppléments d'impôts, ou des sanctions pénales déterminées par un tribunal. Alors, rappel sur ces bases-là, comme vous voyez sur la diapositive, faisons un rappel du principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés. J'ai dû l'évoquer, mais très 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 rapidement, et c'est pour ça que j'y reviens de manière un peu plus attentive. J'ai dû évoquer cette question donc, dans la première partie, lorsqu'on a évoqué la territorialité, mais je vais y revenir pour être un tout petit peu plus précis. En France, le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés est exprimé dans des termes assez particuliers que je vais vous lire. C'est extrait de l'article 209.1 du Code général des impôts. Le Code général des impôts nous dit dans cet article les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Alors là, on trouve le mot entreprise et on n'a pas de définition, bien sûr, parfaitement calée de l'entreprise. Mais j'appelle tout de suite votre attention sur quelques termes qu'on va retrouver. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, donc on voit ce que c'est ce qui est imposable, donc c'est ce qu'on a vu par exemple en matière d'assiette, puisqu'on a à peu près, pour l'essentiel, la même notion d'assiette pour les sociétés et les personnes morales que pour n'importe quelle entreprise soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc notion d'assiette, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose en plus, par défaut, etc. Non, on ne doit tenir compte que des bénéfices. Dans l'ensemble des bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés, on doit, excusez-moi, ne tenir compte que des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Donc, uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Or, uniquement, c'est très restrictif.
Donc ça impose par exemple qu'une entreprise qui fait des bénéfices dans d'autres pays ne payera que pour les bénéfices réalisés en France. Donc vous voyez un peu le truc. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle de la notion d'entreprise exploitée en France. Et là je reviens, mais je ne vais pas m'attarder dessus, mais je reviens pour rappeler votre attention sur cette notion d'entreprise. Il ne s'agit pas d'une notion d'entreprise en termes de structure, mais le Code général des impôts utilise le terme entreprise comme une notion d'activité. C'est-à-dire ce qui est entrepris, les entreprises exploitées en France, ce qui est fait en France, le business que vous faites en France. Ça n'implique pas nécessairement, et j'appelle votre attention sur ce point-là parce qu'on va le développer après, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait une structure de société en France. Il faut simplement qu'il y ait une activité en France. Entreprises exploitées en France. Alors, notez bien tout de suite que le principe que je viens d'évoquer, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce principe est radicalement différent, en tout cas très différent du principe territorial d'imposition des personnes physiques. En effet, si on se souvient du principe de l'IRPP, du principe territorial. Bon, il est dans l'article 4A du Code général des impôts. Et cet article 4A nous dit les personnes, sous-entendu les personnes physiques, qui ont en France leur domicile fiscal, sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Donc, c'est le domicile, donc la résidence ou le domicile fiscal qui détermine le rattachement d'un contribuable personne physique à un territoire, ok. Et une fois que cette personne physique est rattachée à un territoire, donc le territoire français, par exemple, puisqu'on est là sur le Code général des impôts, eh bien la personne devra l'impôt sur tous les revenus qu'elle a perçus. Or, vous vous souvenez, les revenus, quel que soit le type de revenu, et quelle que soit l'origine géographique de ces revenus, donc ça c'est un point important. Et ce Code général des impôts, cette définition de l'imposition des personnes physiques, elle est intéressante parce qu'elle est exactement l'opposé, si vous voulez, et elle sert aussi à comprendre ce qu'est l'impôt sur les sociétés à l'opposé, puisque là on parle, dans ce que je viens de lire, l'article 4A, les personnes physiques qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus, donc ce principe de globalité et de résidence liée au territoire. Ces deux principes, ils sont propres à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, dont j'ai dit qu'il était radicalement différent, en tout cas très différent du principe territorial d'imposition sur les sociétés. Alors je rappelle, non, vous l'avez compris, j'allais dire, la France, là, dont il est question dans les articles qui précèdent, que ce soit d'ailleurs pour l'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur les personnes physiques, revenu des personnes physiques, est limité aux départements, aux eaux territoriales autour de ces territoires, de ces départements, éventuellement, départements littoraux en particulier ou départements insulaires, et au plateau continental sous-marin au large des eaux territoriales. Donc je crois avoir dit 350 000 vers le large, de sol et de sous-sol sous-marin, en prolongement naturel des terres émergées, nous dit la Commission du droit de la mer de l'Organisation des Nations Unies. Donc je ferme la parenthèse. Voilà, donc en fiscalité française des revenus, le principe de territorialité de l'impôt sur les sociétés est exprimé comme je viens de le dire, et je le redis. Il faut vraiment bien comprendre cet aspect-là, parce qu'il est différent, alors que beaucoup de choses ressemblent à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, pour des raisons notamment historiques, parce que l'impôt sur les sociétés est en quelque sorte d'une génération après l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc je redis cette définition, principe territorialité de l'impôt sur les sociétés. Les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Alors, il faut noter quand même que de cette manière-là, je crois l'avoir dit déjà, mais je le redis, la France est dans une situation totalement exceptionnelle. C'est un des rares pays au monde, avec 2 ou 3 autres pays, je crois la Suisse, la Suède, me semble-t-il, ou le Danemark,
à conserver ce principe particulier de territorialité de l'impôt sur les sociétés, qui consiste à n'imposer que les revenus générés en France. Voilà l'idée de base.